Alors, bienvenue tout le monde au webinaire sur l'alimentation scolaire en France. Mon nom, c'est Dani Martin et puis je suis coordonnatrice au Collectif québécois, qui est la branche québécoise de la Coalition pour une saine alimentation scolaire. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui et de vous accueillir à notre webinaire. Ça fait un bout qu'on le planifie avec les panélistes, avec les intervenants en France et on a eu quelques embûches et finalement, nous y sommes. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça aujourd'hui avec nos collaborateurs. Je vous appelle aujourd'hui d'un village qui s'appelle Morin Heights, dans les Laurentides, au Québec, qui est situé sur le territoire non cédé des Anishinaabe, donc du peuple algonquin. Donc, le Canada, en ce moment, travaille à la mise en place, en fait, le développement d'un programme national d'alimentation scolaire et d'une politique. Donc, on veut vraiment apprendre des autres pays afin de pouvoir concevoir le meilleur programme universel possible ici. Et comme vous le savez peut-être, le gouvernement, en ce moment, le gouvernement du Canada mène des consultations à travers le pays avec divers intervenants de plusieurs milieux, et également avec les gouvernements provinciaux. Donc, il y a eu des tables rondes virtuelles, il y a eu des visites dans les provinces et il y a aussi un questionnaire en ce moment qui est toujours en cours, qui est pour tout le monde, que vous pouvez répondre en ligne. Donc, Gustave pourra vous mettre le lien dans le clavardage si ça vous intéresse. Et vous avez jusqu'au 16 décembre pour le remplir. Donc, on a vraiment bon espoir de voir des sous, de voir de l'argent pour le programme ou une politique dans le prochain budget fédéral en mars 2023. Donc, le webinaire aujourd'hui fait partie d'une série sur les programmes d'alimentation scolaire dans le monde. C'est organisé, ce webinaire-ci, par le Collectif québécois et la série est également parrainée par la Coalition pour une saine alimentation scolaire, le Réseau pour une alimentation durable, le George Brown College et le Ryerson Center for Studies in Food Security. Donc, le premier webinaire de cette série-ci, ça a été organisé en mars 2021 sur un des plus vastes programmes d'alimentation scolaire du monde, celui du Brésil. Et puis, on a eu 7 webinaires depuis, dont l'Italie, il y a 2 mois. C'était vraiment intéressant. Et le prochain devrait porter sur la Corée du Sud, probablement en janvier. Donc, ces webinaires-là nous permettent d'apprendre directement des intervenants sur le succès, les défis de leur programme d'alimentation scolaire dans leur pays. Puis, on espère que les leçons tirées de ces webinaires pourront être transmises à notre propre gouvernement fédéral pour la conception de notre politique et notre programme d'alimentation scolaire, qui, on l'espère, devrait être annoncé prochainement pour le Canada. Donc, rapidement sur le déroulement du webinaire, avant que je passe la parole. Donc, dans un instant, je vais inviter notre collaboratrice principale, Émilie Orliange, à se présenter. Puis, elle va présenter nos 3 panélistes qui vont intervenir à tour de rôle pendant à peu près 15 minutes avec quelques questions de relance. Puis, on va terminer avec une période de questions de 20 à 25 minutes où vous pourrez poser vos questions de vive voix en levant la main ou dans le clavardage, dans la langue de votre choix, donc en anglais ou en français. Donc, je tiens vraiment à remercier Émilie qui nous a appuyés pour faire les liens avec les panélistes en France. Et malgré le décalage de la distance, on a réussi. Et également à nos panélistes qui ont réussi à faire un trou dans leur horaire super chargé pour être là avec nous. Donc, Émilie, je te passe la parole. Merci beaucoup, Dani. Merci de nous avoir tous invités à pouvoir témoigner de ce qu'on fait en France pour, voilà, si ça peut permettre de partager des bonnes pratiques, c'est toujours intéressant. Je vais commencer par m'introduire rapidement pour que vous compreniez ce que je fais là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Émilie Orlian, je suis consultante et formatrice en méthodologie de projet alimentaire depuis 2019. Je suis aussi donc dirigeante de l'agence Projet du CLAB. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu de l'alimentation saine et durable. J'ai commencé à travailler dessus après des études supérieures en marketing stratégique par un cursus de recherche doctorale qui m'a conduit à concevoir et à piloter un programme d'éducation à l'alimentation en milieu scolaire qui portait sur différents volets et notamment la restauration scolaire déjà à l'époque sur donc un programme qui s'appelle Art de faire culinaire au collège. Depuis ce programme-là, j'ai eu la chance d'accompagner divers projets autour de l'alimentation au sens global en France et à l'international. Je suis une actrice engagée et un peu militante. Je suis convaincue qu'une autre alimentation est possible, qu'on peut faire mieux sur différents volets. Et voilà, j'accompagne moi toutes les structures qui ont cette volonté d'être accompagnées vers du mieux manger, bien manger.
En parallèle de mon activité de consultante, je suis depuis 2021 coprésidente et fondatrice de l'Association de l'alimentation durable, qui regroupe un collectif national qui a pour objectif de promouvoir sur le territoire une alimentation plus saine, plus durable, plus locale, auprès de tous les publics, à toutes les étapes clés en fait de notre vie de consommateur. Et lors de mes différentes missions, ce qui m'amène à ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai été amenée à travailler sur un programme de recherche justement sur la restauration scolaire qui a été piloté par l'université Saskatchewan donc au Canada, projet piloté par le professeur et docteur Rachel Egler. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était de concevoir un espèce de mini-documentaire, une espèce d'interview illustrée pour venir montrer finalement les conditions, les circonstances, les enjeux de la restauration scolaire en France. Donc, c'était un projet d'études comparatives entre différents pays, un peu le même principe que les webinaires qui sont faits ici, pour venir donner des billes au Canada pour venir agrémenter un programme autour de la restauration scolaire au Canada. Du coup, ce petit documentaire, on va vous le passer, Dani va vous le mettre, ça va permettre de poser le décor, de mettre la table pour introduire le sujet avant qu'on vous présente les différents panélistes pour ce soir. Dans 60% des cas, la cantine est directement gérée par la collectivité. On appelle ça la gestion directe. Dans 40% des cas, elle est gérée par un prestataire privé. Concernant la préparation, historiquement, la cuisine était faite sur place, dans les écoles, par des cuisiniers et cuisinières à partir de produits bruts. C'est toujours le cas dans certains établissements. Il existe une formidable communauté de chefs engagés qui sont dans une démarche de transmission du goût et de pédagogie alimentaire et qui ont à cœur de cuisiner de bons produits en favorisant le local et le circuit court et en minimisant le recours aux produits industriels. Ils peuvent être employés par la collectivité locale ou par des sociétés de restauration privées. Avec le durcissement des mesures d'hygiène et le nombre croissant de demi-pensionnaires, on a cependant eu tendance, depuis les années 80-90, à recourir à des cuisines centrales, cuisinant pour plusieurs écoles, toutes celles d'une même ville ou de plusieurs villes. Ces grandes cuisines, dont certaines cuisinent plus de 50 000 repas par jour, peuvent appartenir et être gérées par les collectivités, villes, agglomérations, départements, régions, ou être exploitées par des sociétés privées de restauration collective qui peuvent être les propriétaires des cuisines ou cuisiner dans les cuisines appartenant aux collectivités. On y trouve des chefs et essentiellement du personnel peu qualifié. Une partie des plats sont cuisinés sur place avec des volumes et des méthodes proches de l'industrie. On y fait beaucoup de cuisine d'assemblage de produits finis ou semi-finis provenant de l'industrie agroalimentaire. On distingue essentiellement deux modes de fonctionnement. La liaison chaude, les repas sont préparés le matin, gardés au chaud, livrés chauds aux écoles et servis le midi même. La liaison froide, les repas sont cuisinés, mis dans des barquettes en plastique ou en cellulose, ou dans des contenants réutilisables en inox par exemple, refroidis, livrés par camion frigorifique et réchauffés dans les écoles pour être consommés 2 à 4 jours après leur production. Le système de cantine n'est pas une obligation légale, mais ça fait partie des traditions culturelles depuis des décennies. Les enfants prennent leur repas dans une salle appelée réfectoire ou cantine. Dans les écoles maternelles, des employés de restauration, qui sont souvent des femmes, ou des animateurs, animatrices, servent les enfants à table, les encouragent à goûter, les aident à couper leur viande ou leurs fruits par exemple. À l'école élémentaire, la cantine est de plus en plus organisée en mode self-service et c'est le cas dans quasiment tous les collèges et lycées. Les enseignants ont la possibilité de déjeuner à la cantine. Ils ont généralement une salle à part pour prendre leur repas. En fonction de l'organisation, si la cuisine se fait sur place, alors la cantine dispose d'une vraie cuisine professionnelle avec chambre froide, espace légumerie, zone de préparation, équipement de cuisson, four, cuisinière, sauteuse, plancha, parfois friteuse, équipement de maintien au chaud comme des étuves, un bain-marie, ainsi qu'une zone de plonge pour laver vaisselle et plateau.
Quand les repas sont amenés d'une cuisine centrale, la cuisine de la cantine ne dispose pas de véritables équipements de cuisson. On peut tout au plus y trouver un peu de matériel pour dresser les entrées et desserts livrés depuis la cuisine centrale, et du matériel de réchauffage et maintien au chaud, pas de cuisson. Des fours de réchauffe ou des armoires chauffantes, des étuves, des bains-maries. Et toujours une zone de lavage. Les menus sont établis par des professionnels, des diététiciens nutritionnistes, en se conformant à une réglementation nationale qui définit les tailles de portions et la fréquence de présentation des différents aliments en fonction des âges des enfants. Il est désormais obligatoire de proposer un menu végétarien par semaine dans toutes les écoles. De plus en plus de collectivités proposent une alternative sans viande ou végétarienne quotidienne. À partir du collège, il y a souvent plusieurs choix d'entrée, de plats, de laitage et de dessert. Parmi ces choix, il y a le plus souvent, chaque jour, un plat sans viande. L'accueil des enfants allergiques est très encadré après validation du médecin. Ils peuvent apporter leur propre repas de la maison et le consommer avec leurs camarades à la cantine. Dans la plupart des cas, les parents paient une contribution au prix du repas. Il existe souvent différents tarifs en fonction des revenus des familles. Certaines familles paient moins de 1 euro par repas, d'autres 4 euros ou 5 euros. Le coût de revient réel d'un repas est plutôt autour de 8-10 euros. C'est la collectivité, ville pour les écoles, département pour les collèges, région pour les lycées, qui finance la différence. Là où la cuisine est faite sur place, il est fréquent que les chefs proposent des ateliers de découverte de certains produits de saison ou même de cuisine aux enfants. Certaines écoles disposent de jardins potagers dont les produits peuvent être cuisinés pour les repas. Ce n'est pas encore très répandu et c'est plutôt en zone rurale. Il y a de formidables exemples du genre, en Dordogne notamment. Certaines collectivités sont très engagées sur le plan de l'alimentation durable, ont leur propre potager pour alimenter leur cuisine et mettent en place tout un programme d'éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les enfants et leurs familles. C'est le cas par exemple de la commune de Mouansartou dans le sud de la France, près de Cannes. Des associations interviennent aussi dans les écoles pour adresser ce sujet. Et il arrive que les prestataires privés qui préparent les repas organisent également des ateliers dans les écoles. Les parents et les commerçants, ainsi que les agriculteurs locaux, peuvent aussi s'impliquer sur le sujet. Le cadre du programme est régi par un cahier des charges défini par la collectivité conformément à la réglementation et géré soit par les équipes de la collectivité, soit par des sociétés privées, soit par des équipes mixtes. Il est de plus en plus fréquent que les parents et enseignants soient consultés dans le cadre de commissions menus pour valider les menus servis et discuter de la qualité des produits. Dans certains établissements, les parents peuvent être invités à venir manger à la cantine pour découvrir la qualité des repas. Les restaurations suivent le plus souvent les tendances de consommation. De plus en plus de local, de bio, de fait maison, de circuits courts, de produits sous signe de qualité. Ils y sont incités par une loi dite Egalim qui impose à partir de janvier 2022 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio en valeur, dans les cantines. La chasse aux contenants jetables et au plastique est aussi engagée. Les cantines seront obligées d'utiliser des contenants réutilisables à partir de 2025. La lutte contre le gaspillage est aussi un sujet important. Elle passe par différents dispositifs comme la sensibilisation des enfants par des systèmes de pesée des déchets. Dans certaines cantines, on peut choisir une taille de portion adaptée à sa faim. Mais le premier moyen de lutter contre le gaspillage, c'est de faire des repas appétissants et savoureux. Environ la moitié des 12 millions d'élèves français déjeunent à la cantine chaque jour, soit 6 millions de demi-pensionnaires. Voilà, du coup, pour poser le décor avec une petite introduction en vidéo, et je vais tout de suite introduire les 3 panélistes de ce webinaire. Je vais commencer par Marie-Pierre Lambrive, que vous venez de découvrir au cœur de cette vidéo. Elle est donc ingénieure en agroalimentaire de formation avec 20 ans d'expérience. Elle est consultante pour la restauration collective et l'industrie agroalimentaire.
Elle est également cofondatrice de l'association Elles sont Food. C'est une maman très engagée pour des cantines plus vertueuses et elle est membre de l'association de l'alimentation durable. Elle est à l'origine et elle pilote le projet Cantine Révolution dont elle va vous parler un petit peu plus tard dans ce webinaire. Marie-Pierre, peut-être quelques mots pour t'introduire ? Eh bien, merci de me passer la parole. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, ce sujet de l'éducation à l'alimentation et du rôle que la restauration scolaire peut y jouer me tient particulièrement à cœur en tant que professionnelle et en tant que maman. Donc, j'espère vous apporter un éclairage intéressant à travers ce double regard depuis la France. Merci beaucoup. Je vais poursuivre donc avec Francesca Paschini, qui est une ancienne professeure des écoles et qui est aujourd'hui femme politique, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts. Elle est conseillère municipale à Dasnières-sur-Seine, qui est donc en Île-de-France, depuis 2020 et depuis 2022, elle est députée à l'Assemblée nationale des Hauts-de-Seine. Elle ne pourra malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle est représentée par Antoine Guénaud, qui est son collaborateur parlementaire. Antoine, peut-être un petit mot pour introduire. Oui, alors elle aurait beaucoup aimé être ici, puisque maintenant on a quelques mois de travail sur le sujet. Donc moi je l'ai accompagnée voilà, depuis son élection. On travaille sur les cantines et je vais vous présenter tout à l'heure un peu ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec Pierre-Yves Romelard, qui lui est cuisinier au collège de Lézignan-Courbières, qui est dans l'Aude au niveau de la région Occitanie en France. Il a commencé à travailler à 16 ans dans la restauration commerciale et il a été chef pendant des années dans différents établissements du sud de la France. Il a opté pour la restauration collective et notamment scolaire en 2007 et depuis, il fait vraiment partie des cuisiniers militants en France qui tentent de faire bouger les lignes. Le chef Pierre-Yves n'a jamais dévié de ses principes de base, qui sont une cuisine 100% bio, tournée vers des produits de saison et des producteurs locaux. Pierre-Yves ne peut pas être parmi nous pour l'instant. On espère qu'il arrivera sur le temps des questions. Mais Dany va vous passer un petit enregistrement pour l'introduire. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, Pierre-Yves, je suis cuisinier dans un collège du sud de la France. Et pour des petits mots du début, qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, ce qui m'intéresse et les sujets sur lesquels j'essaye de travailler le plus, c'est le travail d'animation avec les enfants pour partager ce que je fais et ce qui se passe au sein de la cuisine avec les enfants. Donc voilà, j'essaye de multiplier les petites actions comme ça pour les faire participer le plus possible, pour qu'ils intègrent les messages que j'ai envie de faire passer, pour qu'ils arrivent à comprendre ce que je leur propose. Enfin, voilà, des échanges qui sont souvent très intéressants et qui me permettent en tout cas de les faire évoluer un petit peu sur leur façon de faire, à table, leur partage, tout ça. Super. Puis, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur ton rôle actuellement sur le terrain, dans le fonctionnement de la cantine scolaire dans votre école et comment ça diffère d'un rôle standard d'un cuisinier dans une autre école? Alors, alors c'est un petit peu ce que j'essaye de montrer ou de donner comme exemple, c'est justement un rôle différent qu'on avait l'habitude de connaître en restauration collective, d'un cuisinier qui ouvre des sachets, qui n'est pas toujours très fier de ce qu'il propose, etc. Donc, qui a tendance à rester dans son bureau, à ne pas aller trop aller vers les usagers. Voilà, donc moi, j'essaye effectivement de remettre un petit peu de valeur, en tout cas, dans ce métier-là. Et je pense que c'est beau de nourrir les enfants de la ville où j'habite. Et c'est beau de partager ça, en tout cas. Donc effectivement, c'est un autre métier et c'est ce que j'essaye de mettre en valeur. C'est vraiment des manières de faire qui sont complètement différentes. Et quand on arrive sur ces approches-là d'une cuisine différente, de techniques différentes, de partage avec les enfants, d'intégrer tout le monde, enfin voilà, c'est du coup un métier qui devient, comme je le dis, pour moi, la plus belle façon de faire le métier de cuisinier.
Et quand on rentre à l'école, quand on voit maintenant un peu partout les chefs stars qui sont des grandes stars de la restauration commerciale, parce qu'ils font des beaux petits plats, à la pince à épiler, etc. C'est ce que j'avais moi aussi, en tout cas, comme idée de la haute gastronomie, en tout cas de la plus belle façon de faire le métier de cuisinier. Et, et puis finalement, dans mon parcours et par des échanges, des rencontres et tout, c'est ce que j'évoque souvent. Finalement, comment dire, quand on vit le travail de cuisinier de collectivité comme je le vis maintenant, je pense qu'il n'y a pas plus belle façon de faire son métier de cuisinier. Merci. Et vous parliez un peu des différentes manières de faire, différentes méthodes, et je sais que c'est quand même spécial dans votre école. La plupart des repas qui sont servis sont bio, il y a beaucoup d'aliments locaux. Peux-tu me parler un peu plus de ces méthodes, de la mise en œuvre dans votre école, et comment vous faites également pour faire ça pour faire ce que vous faites dans votre cantine scolaire par rapport au coût des repas, au temps que ça prend, et comment vous vous organisez là? Tu peux m'en parler un peu plus? Alors ça, c'est pareil, en fait, c'est par le partage d'expérience un petit peu avec des copains, avec d'autres cuisiniers, tout ça, qu'au fur et à mesure dans la démarche, j'ai voulu en tout cas changer un petit peu ce qu'on proposait d'habitude. Donc ça fait quand même plusieurs années quand même que je réfléchis à ça. Et dans des établissements différents avant aussi, hein, c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis plusieurs années, de se dire comment est-ce qu'on peut se séparer de cette nourriture industrielle, de tous ces plats préparés, de tous ces voilà, tout est déjà pré-cuisiné, etc. Donc le but, le départ, c'était de se remettre à cuisiner simplement des produits frais, bruts. Et donc, c'était de travailler sur des techniques, de l'organisation, donc gagner du temps en cuisine pour faire ces tâches-là, donc se remettre à éplucher des oignons, éplucher des carottes. Mais du coup, c'est au fur et à mesure que j'ai changé en me disant je vais commencer par le dessert ou par les légumes. On va essayer d'arrêter les légumes surgelés. Donc, on finit les légumes surgelés. Donc, effectivement, du coup, plus de petits pois, plus de haricots verts. Mais par contre, pour maintenir des prix, pour acheter des beaux produits, on prend des produits de saison, donc à la bonne saison chez un producteur. Et là, par contre, le défi, c'était à nous d'éplucher les oignons, d'éplucher les carottes, les découper, de les cuisiner. Et donc, là, on remet en valeur tout le travail et toutes les techniques du cuisinier. Donc, c'est ce qui était intéressant et ce qui nous plaît, en tout cas au départ, ce qu'on a choisi ce métier, c'était quand même pour faire ça au départ. Donc ça m'a encouragé à développer tout ça. Après, il y a l'approche avec les producteurs locaux, les produits bio, des produits qui sont un peu plus onéreux. Et là, c'est par des techniques, comme pour le reste, qu'on apprend au fur et à mesure sur le gaspillage, sur les réflexions que je me pose, de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas été mangé ce midi, pourquoi ça ne convient pas, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Toutes ces questions qui me permettent de faire évoluer et au fur et à mesure d'aller vers de la qualité. Donc, de se dire, on va travailler aussi le gaspillage et d'où ça vient, quels efforts on peut faire en cuisine. Qu'est-ce qui va marcher le mieux aussi avec les enfants, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font qu'au fur et à mesure, ces petites techniques, elles s'emboîtent. Donc, ce n'est pas deux solutions qui vont tout changer. Mais souvent, bien souvent, en tout cas, ce que je prône, c'est que c'est ce cuisinier, en tout cas, qui arrive par son savoir-faire. Et c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je partage, c'est que par le petit savoir-faire que j'avais de cuisinier de la restauration commerciale, en réfléchissant un petit peu à d'autres recettes. Du coup, ça veut dire que si on n'a plus d'haricots verts, il faut inventer des petites recettes très simples parce qu'on épluche des oignons, parce qu'on coupe les oignons, on passe du temps à couper le fromage, à éplucher les fruits, enfin voilà. Alors par contre, du coup, ça voulait dire aussi qu'on en venait à une cuisine très simple et que si on passait notre temps à traiter ces beaux produits, on n'allait pas passer beaucoup de temps, en tout cas, à les manipuler, à les dresser, etc. Donc là, on est parti, en tout cas, je suis parti sur des recettes très simples
Et on essaye vraiment de faire des choses qui demandent le moins de temps possible. Donc, des fois, la carotte, effectivement, elle est un peu taillée au couteau, mais assez vite fait. Et puis, par contre, elle est bien assaisonnée. Et puis, on y fait attention à chaque fois. En tout cas, on essaye de faire attention dans tout ce qu'on fait, en tout cas, à garder aussi la qualité des produits parce qu'on a des super produits. Et tout d'un coup, c'est ça qui arrive en cuisine, c'est qu'on se retrouve avec des filets, avec de la truite bio d'à côté. Donc, on se dit, ben là, il faut, voilà, donc on réfléchit comment cuire de la truite pour 500 personnes, que ça se reste bien tout le long du service. Et c'est toutes ces réflexions qui sont super intéressantes et que je trouve géniales parce que pour moi, on est en train, en tout cas, je pense qu'on est en train, qu'on peut inventer un nouveau métier de cuisinier à la cantine. Je m'arrête un petit peu pour laisser la place parce que sinon je m'arrêterai pas. Mais c'est super intéressant tout ce que tu dis. Je m'imagine bien éplucher la carotte, l'oignon dans la cuisine, puis de faire des menus un peu plus simples. Puis moi, je me demandais justement, là, vous parlez beaucoup de l'importance justement de la bonne nourriture pour les enfants. Est-ce que vous réussissez à travers votre métier quand même de leur transmettre un peu cette sensibilisation? Puis, est-ce que vous réussissez à impliquer les élèves? Et ça, c'est la première partie de ma question. Deuxième partie de ma question, qui vous appuie dans l'école, avec qui vous travaillez pour mettre en place ces différentes parties là, de la cantine qui est un peu plus que cuisiner, est-ce que je comprends? Mmh. Alors pour la première partie de la question, effectivement, le travail avec les enfants, c'est ce que j'évoquais un petit peu au début, c'est qu'effectivement, c'est des questions qui me taraudent un peu. Et quand je disais du temps d'animation, c'est que je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait être présent en salle et qu'il fallait vraiment pouvoir passer des messages le plus possible et d'expliquer un petit peu aux enfants ce qui leur était servi. Donc, ça fait plusieurs années que je le fais, mais là, encore plus, de les intégrer, de les faire participer par des petites choses, proposer un menu, mettre des petits jeux en place avec des petites récompenses, des choses comme ça, faire participer, ouvrir la cuisine, permettre de faire visiter la cuisine, parce que tous les élèves, il n'y a aucun des élèves qui savent ce qui se passe derrière. Donc, permettre d'ouvrir les frigos, de faire visiter. Il y a plein d'élèves qui sont super contents de venir entre midi et 2 et de dire on peut venir voir. Et tout d'un coup, il y a une casserole dans laquelle on en pourra en mettre 5. Et il y a tout. En fait, l'histoire, c'est de créer un lien avec les enfants. Et quand ce lien il est créé, quand vous êtes identifié au sein du collège, comme le cuisinier, on connaît votre prénom, et le cuisinier, de temps en temps, comme je me permets, on fait un petit discours et on dit, bon, ben, aujourd'hui, c'était un menu végétarien, mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Donc, pas le menu végétarien qui est compliqué pour les enfants. Il y en a très peu qui savent pourquoi tout d'un coup, il y a un menu végétarien, pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus de viande. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir de sa cuisine et dire, salut les enfants, aujourd'hui, c'est végétarien. Végétarien, ça ne veut pas dire sans goût, ça ne veut pas dire sans rien, mais ça veut dire autre chose. Et du coup, voilà, il faut s'ouvrir un petit peu. Il faut s'ouvrir un petit peu, comme pour tout le reste, comme pour voyager, comme pour la musique. Goûter, ça permet d'ouvrir les horizons et de découvrir des choses. Enfin voilà, du coup, c'est des petits messages qui font que même s'ils passent et qu'ils font la gueule parce que quand ils sortent avec leur plateau, ils se disent ils nous emmerdent encore avec ces légumes, etc., et ces fruits et tout ça. Mais à la fin, en tout cas au début, je suis toujours là pour dire bonjour, etc. Et puis à la fin aussi, même s'ils voient que le cuisinier, il les emmerde, quoi. Il les emmerde avec toutes ces histoires. Mais il y a quand même ce lien qui font que les enfants, ils partent en disant merci, c'était très bon, bon week-end, à bientôt. Enfin, il y a ce lien qui se fait, qui fait que je peux me permettre de partager tout ça et du coup de faire, je pense, un petit peu les faire évoluer, en tout cas de leur partager ça. L'établissement, en fait, du soutien, je peux dire que j'en ai de la communauté éducative, des professeurs. Après, c'est pas un soutien, quoi, ça dépend en fait. Puis il y a des directions qui changent aussi.
dans l'éducation nationale, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a les directions qui changent. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de turnover aussi dans les établissements. Donc, il peut y arriver que pendant 3 ans, tout se passe très bien et qu'on ait un directeur, un principal qui nous appuie, qui nous encourage. Et puis, ça ne peut ne plus être le cas pendant les 3 années qui suivent. Mais voilà, j'ai pris un peu d'âge et j'ai su faire un peu de diplomatie. Et après, après, dans un collège comme le mien, il y a une soixantaine de professeurs. Et généralement, dans 60 professeurs, vous en avez toujours 5 ou 6 qui sont partants pour organiser des choses, qui ont compris ce que vous voulez proposer et avec qui on construit, pareil, plein d'interventions. Donc, quand c'est les élèves d'Erasmus qui viennent nous visiter, il y a forcément un moment où ils viennent dans la cuisine, où on parle avec… enfin, voilà, il y a des liens à créer avec toutes les matières parce que l'alimentation est… Et je taquine un peu les professeurs par rapport à ça parce qu'on a la cuisine qui est vraiment au centre de l'établissement. Et je leur dis vraiment que j'ai les enfants tous les jours. Je vais un peu les chahuter en disant que je suis le meilleur prof du collège. Mais parce que voilà, parce qu'il y a un lien aussi, on peut faire un lien, en tout cas avec l'alimentation, on peut faire un lien avec sur toutes les matières, que ce soit la SVT, l'histoire géo, les mathématiques, la chimie. On peut faire un lien avec toutes les matières et du coup, ça ouvre toutes les portes. Ah, c'est super inspirant. J'ai une petite dernière question là, pour terminer votre intervention. On est déjà rendu vers la fin. Si vous aviez un conseil, ou peut-être deux, là, si c'est trop difficile, à donner à un autre chef cuisinier ou une autre chef dans une autre école ou simplement à un autre conseil d'établissement dans une école, ça serait quoi pour améliorer la cantine? Alors, ça dépend à qui on s'adresse, mais pour moi, en tout cas, si la chose la plus importante, et c'est ce que je défends un petit peu aussi dans le livre qu'on a coécrit avec Marc, c'est que quand on remet le cuisinier au centre des démarches, tout devient possible. Et par le témoignage comme ça de plusieurs copains, d'autres cuisiniers qui font d'autres choses, je ne suis pas le seul, et qui font plein de petites choses partout, on s'aperçoit que les choses deviennent possibles par cet engagement-là. Donc, si c'était un cuisinier, je lui dirais qu'il faut qu'il s'engage pour les enfants et qu'il va s'éclater. Si c'était un directeur, je lui dirais qu'il faut absolument qu'il garde son cuisinier et qu'il fasse… qui le gâte et qui fasse tout pour que les choses se passent bien, pour qu'il cuisine, pour qu'il partage les choses. L'idée, c'est de se dire que tout devient possible et tous les a priori et tout ce qu'on connaît sur la cantine et qu'on a tous vécu un petit peu quand on était enfant. Tous ces clichés, on peut les démonter parce qu'il y a un cuisinier qui est là et que du coup, le prix peut être maintenu, parce qu'on peut faire un lien avec les enfants, parce que du coup, ça peut être bon. Et c'est tout ça qui se défait du moment qu'on a un cuisinier qui s'engage et qui a les techniques et les compétences pour découvrir cette belle façon de faire la cuisine. Un énorme merci, Pierre-Yves. C'était super intéressant. Je pense que j'aurais pu continuer à poser plein de questions. Donc, on va s'arrêter là pour passer à la prochaine personne. Ouais, avec plaisir. Super. Donc, malheureusement, Pierre-Yves n'est pas là, mais je le remercie encore une fois de s'être prêté au jeu puis d'avoir quand même intervenu dans notre webinaire. Et puis, donc, on va passer à la prochaine personne. Chère Marie-Pierre qui va prendre la parole. Donc, Marie-Pierre, une petite question pour vous lancer. À ce que je comprends, c'est super spécial dans l'école de Pierre-Yves. On aimerait tous l'avoir dans notre école, mais l'alimentation scolaire, les cantines ne sont pas pareilles dans toutes les écoles. Pouvez-vous nous en parler un peu plus au niveau de cet enjeu-là? Oui, c'est vrai que Pierre-Yves, c'est un super chef de restauration collective et je pense qu'on est beaucoup de parents à rêver à voir un Pierre-Yves dans l'école de nos enfants. Je pense qu'il ne faut pas opposer les modèles, mais vous l'aurez compris, la restauration scolaire en France, elle est très diverse.
Donc, il y a des établissements où il y a des super chefs très engagés comme Pierre-Yves. Et puis, il y a des systèmes un peu différents avec des cuisines centrales où il n'y a plus ce lien dont a beaucoup parlé Pierre-Yves, le lien entre ceux qui cuisinent et ceux qui mangent. Parce que la restauration scolaire, déjà, ceux qui payent, c'est les parents, ce n'est pas ceux qui mangent. Et du coup, c'est déjà un peu compliqué d'interpréter ce que disent les enfants, surtout quand ils sont petits, parce qu'il y a la phobie alimentaire, quand on présente aux enfants des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ou présenter différemment des nouveaux légumes, etc., ils peuvent assez facilement dire « Ah, c'était pas bon » ou « J'ai pas aimé ». Mais on n'arrive pas tellement à savoir en tant que parent si c'est parce que vraiment c'était mal cuisiné ou si c'est parce que l'enfant a eu peur de cet aliment nouveau. Et du coup, c'est vrai que il est important, je pense, à un moment d'avoir cette connexion et cette démarche de pédagogie ou en tous les cas d'explication. Et Pierre-Yves l'a super bien expliqué. Donc, il y a des établissements où il y a des Pierre-Yves. Et moi, par exemple, mon fils qui a l'âge d'être au collège, comme les élèves que Pierre-Yves a tous les midis face à lui, moi, mon fils, il est dans une cantine qui est livrée d'une très grosse cuisine centrale, qui est la plus grosse cuisine centrale de France. Et il y a des dames de cantine qui servent et qui elles-mêmes ne mangeraient même pas ce qu'elles servent aux enfants. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent donner envie à un enfant de goûter? C'est très compliqué. Et par exemple, elles partent du principe que les enfants n'aiment pas les légumes et que les légumes qui sont livrés à la cantine ne sont pas bons. Donc, elles leur servent même plus spontanément les légumes. Du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment un grand écart et qu'entre ces deux modèles, il y a plein de modèles intermédiaires avec des moyens différents, avec des enjeux qui sont un peu différents selon les âges aussi. Et moi, ce que je vois, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'Antoine soit là pour représenter Francesca, c'est que j'ai l'impression que ce sujet de la restauration scolaire, il est essentiel dans nos sociétés, parce qu'on voit assez facilement le lien entre l'alimentation et la santé, et l'environnement, le climat, et on sait que tout se joue quand même dans les premières années pour la compréhension de ces enjeux-là et pour s'approprier de bonnes habitudes. Et on sait que l'école a un rôle central à jouer dans l'éducation à l'alimentation au sens large. Et c'est pour ça que je fais partie des personnes qui militent pour qu'on inscrive vraiment l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires pour que tous les enfants, partout, aient la possibilité d'avoir ce bagage, ces connaissances de base pour devenir des consommateurs alertés, avertis, qui comprennent l'impact de leur choix pour leur alimentation. Et du coup, la cantine scolaire, elle a un rôle central à jouer là-dedans. Et finalement, si on regarde ce qui se passe en France, on voit que les cantines scolaires, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une tradition qu'il faut protéger. Et c'est important qu'on ait des politiques sensibles à ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise alimentaire que vous connaissez avec la flambée des prix, avec la flambée des prix des matières premières, aussi la flambée du coût de l'énergie, la difficulté à trouver du personnel qualifié aussi dans la restauration. On traverse une grande crise qui touche aussi la restauration scolaire. C'est pour ça que c'est important de protéger, de valoriser cette restauration scolaire. Et du coup, c'est un sujet qui est très politique parce que c'est une restauration qui est publique. Et du coup, on a besoin d'élus qui ont une vision sur le sujet de l'alimentation durable, de l'alimentation santé, et qui ont des projets locaux ou nationaux en lien avec cette restauration scolaire pour la protéger et pour la rendre plus vertueuse, plus durable, parce que le tout, ce n'est pas uniquement de servir un repas et qu'il coche des cases au niveau de l'équilibre alimentaire. On peut voir plus loin, comme c'est le cas chez Pierre-Yves, comme c'est le cas à Mouans-Sartoux, dont on a parlé dans la petite vidéo, où à Mouans-Sartoux, ils ont une ferme potagère maraîchère qui fournit 100% des cantines. Toute la cantine est bio et elle est à 50% végétarienne. Et ça ne peut être que le résultat d'un engagement politique. Quand on fait le choix d'aller vers le bio,
on sait que ça a des conséquences en matière d'organisation, d'approvisionnement, de coûts, mais c'est parce qu'on soutient ce type d'agriculture qu'on a une certaine vision de l'environnement et de la santé. Et du coup, ça peut placer le curseur très loin en termes d'ambition. Et puis, dans d'autres territoires, on peut se dire que c'est un sujet accessoire, que de toute manière, c'est que 140 repas dans l'année pour un enfant. Je l'ai beaucoup entendu de la part d'élus. Oui, mais pour certains enfants, le repas de l'école, le repas de la cantine, c'est le seul repas de la journée. Et c'est pour ça que c'est essentiel qu'il soit non seulement équilibré, mais aussi fait avec des produits de qualité et surtout qu'il soit mangé. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur en tant que maman, notamment pour ces enfants qui n'ont pas la chance de bien manger à la maison, de manger tout simplement. Et ça fait vraiment un beau tour. Justement, j'avais entendu parler d'un projet sur lequel vous étiez impliqués avec Francesca et Antoine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet-là? Oui, alors peut-être pour faire le lien avec Francesca. Donc Francesca, elle est élue dans la ville où moi j'habite et elle était enseignante et tu pourras expliquer Antoine, mais moi j'ai tout de suite senti que Francesca elle avait une oreille attentive à ce sujet. Je suis engagée localement depuis 5 ans pour essayer d'améliorer les cantines dans ma ville. Donc je vais dans les réunions qui sont organisées par la mairie avec d'autres parents et on pose des questions et on essaye de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, par exemple, on s'est battu pour qu'il y ait une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines de notre ville. Pourquoi? Parce que nous, on est convaincus que c'est la bonne chose à faire pour l'environnement, pour la santé, etc. Mais aussi parce que dans des familles, on ne mange pas de viande, on est végétarien. Et ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui, c'était que les enfants ne mangeant pas de viande, et le contrat de restauration disait qu'il fallait quand même leur servir tous les composants du repas. Donc, on servait de la viande à des enfants qui n'en mangeaient pas, ce qui faisait double conséquence qui, pour nous, était intolérable. C'est que, on servait de la viande en sachant qu'elle allait partir à la poubelle, alors que c'est la composante la plus chère du repas et que c'est celle avec le pire bilan carbone du repas. Et en parallèle, on laissait des enfants aller à l'école l'après-midi sans avoir eu un repas complet. Et du coup, pour nous, ce n'était pas possible. Donc, on s'est mobilisé, on est rentré en contact avec d'autres associations de parents, avec l'Association végétarienne de France, qui a un super site et une initiative qui s'appelle VG Cantine pour aider en termes de plaidoyer à aller défendre la cause du menu végétarien quotidien. Et puis, on a aussi essayé d'inciter nos élus à prendre en compte le fait qu'il fallait limiter les aliments ultra transformés, ces produits qui contiennent beaucoup d'additifs et de marqueurs d'ultra transformation dont on a bien établi le lien avec la santé. On veut aussi sortir du plastique, des contenants en plastique dans lesquels on réchauffe les aliments parce qu'on sait qu'il y a des migrations de perturbateurs endocriniens qui sont favorisés par la réchauffe dans ces matériaux plastiques. Donc voilà, nous, on a essayé localement de faire bouger les lignes et ça a été un peu compliqué d'être entendu. On a dû monter un collectif de parents et je pense que voilà, les choses, elles peuvent bouger sur ce plan-là, soit par une volonté politique forte, soit par une mobilisation citoyenne. Et on a des exemples en France, par exemple le 18e arrondissement de Paris. On a des parents qui se sont mobilisés. D'ailleurs, je vous ai apporté le livre, je ne sais pas si on voit à la caméra, c'est le livre noir des cantines scolaires. C'est un livre qui a été écrit par une maman du 18e arrondissement de Paris qui est journaliste et qui explique la restauration collective, industrielle, celle qui est tout l'opposé de ce que fait Pierre-Yves. Et ils ont découvert comment c'était fait dans leur arrondissement. Ils se sont dit que ce n'était pas possible qu'on donne ça à manger aux enfants. Et du coup, ils sont rentrés dans un dialogue après avoir tout balancé sur les réseaux sociaux de manière un petit peu vindicative. Et ça a permis en fait de faire bouger les lignes. Donc, dans cet arrondissement, ils étaient fournis par une cuisine centrale et c'était une société privée qui les livrait. Ils sont en train là de passer au retour à la gestion par la ville, par l'arrondissement de la restauration scolaire. Et ils vont monter une douzaine de petites cuisines dans l'arrondissement qui vont fournir 1, 2 ou 3 écoles à proximité pour pouvoir cuisiner au plus juste, au plus près,
et du coup servir des repas de meilleure qualité aux enfants. Et donc, moi, je suis engagée au niveau local depuis 5 ans. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Francesca quand elle était élue locale avant qu'elle ne devienne députée. Et dès qu'elle a été élue députée, on s'est vu, on en a parlé et ça a activé effectivement plein d'idées. Donc, de son côté, Antoine va expliquer tout ce qu'elle est en train de mettre en œuvre. Et à titre personnel, au sein de l'Association de l'alimentation durable que pilote Émilie, je porte un projet qui s'appelle Cantine Révolution, avec un accent circonflexe sur le E de rêve, qui pour moi est très important. C'est pour des cantines de rêve où tous les enfants se régalent. Et du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est sensibiliser l'opinion publique et les élus au fait que c'est important de servir des repas, bien sûr, composés d'ingrédients de qualité, mais surtout qu'ils soient appétissants et mangés par les enfants. Et la prochaine étape, ça va être de lancer un grand baromètre de satisfaction des cantines scolaires en France. On va interroger des milliers d'enfants et de parents partout en France pour pouvoir faire une carte de France et montrer les cantines vertueuses comme celle où travaille Pierre-Yves, montrer que c'est possible, qu'une autre cantine est possible, et pouvoir inciter les élus à s'engager sur ce sujet-là, et peut-être des collectifs aussi de citoyens à faire bouger les lignes. Merci Marie-Pierre, c'est super passionnant ce que tu nous racontes et merci beaucoup d'avoir fait un grand tour puis pour ta perspective aussi en tant que maman et d'avoir également montré un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs en France. Donc, je vais lancer la parole à Antoine. Peut-être Antoine, rebondir un peu sur le projet de Cantine Révolution et ce que vous faites avec Francesca sur le projet. Et peut-être directement aller à nous parler un peu de, selon vous, quel est le rôle des élus pour soutenir l'alimentation scolaire en France? Oui, alors, il y a plusieurs types d'élus. Il y a les élus locaux, évidemment, puis il y a les élus nationaux. Donc, très rapidement, les élus locaux, ça commence depuis quelques années, ils en font une priorité de leur mandature. Mais pour moi, le rôle des élus locaux, ça devrait être de mettre, par exemple, des adjoints à l'alimentation, d'en faire un poste à part entière. Certaines collectivités le font, d'autres un peu moins. Donc, s'il y avait vraiment un rôle des élus locaux, ce serait d'en faire un projet de la mandature et d'avoir vraiment une délégation qui est consacrée à ça. Je vous donne un exemple tout simple. On parlait avec une ville qui a quand même 80 000 habitants, celle qui s'occupe de la restauration et a même pas de jours payés pour s'en occuper. Donc, elle a une simple délégation, elle est ce qu'on appelle concert municipal. Donc, évidemment, pour monter les projets ambitieux dont parle Pierre-Yves ou dont parle Marie-Pierre, c'est un peu compliqué. Donc, ça, vraiment, le rôle des élus locaux, c'est de se rendre compte que ça prend du temps de de mettre en place ce genre de projet. Donc, il faut y consacrer un poste à part entière. Et le deuxième, au niveau des élus nationaux, moi, je représente ici Francesca Pasquini, donc, qui est députée des Hauts-de-Seine en France. Le rôle des élus nationaux, déjà, c'est de rendre le sujet un peu sexy. Je m'explique. Quand on voit aujourd'hui le budget de la France, en ce moment, il y a eu l'examen budgétaire, il n'y a pas eu de discussion sur l'alimentation à l'école, il n'y a pas eu de discussion sur la restauration scolaire. Zéro, pas une minute. Donc, si on devait définir, enfin, je parle pour Francesca, ce serait d'abord d'en faire une priorité nationale. C'est de faire comprendre, Marie-Pierre et l'a rappelé tout à l'heure dans sa vidéo, que c'est un service public, la restauration scolaire, que ce n'est pas juste un cadeau qui est fait par les collectivités aux parents, mais que c'est une fierté nationale et que c'est un service public. Donc, s'il y avait un rôle des élus à ce niveau-là, c'est de remettre le sujet sur le devant de la scène. Ce n'est pas assez le cas, mais ça souffre encore de stéréotypes un peu négatifs. La cantine, c'est pas bon, c'est ce truc pour les enfants, etc. Donc, voilà, les élus doivent fédérer les réseaux d'acteurs, travailler avec les associations et puis rendre le sujet plus populaire. Voilà, donc ça, c'est pour le rôle des élus. Merci Antoine, ça met directement la table pour une prochaine question que j'ai. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs lois, plusieurs mesures qui sont déjà en place en France, comme par exemple, il y a une loi sur le climat qui a légiféré un peu sur les repas végétariens. Quelle autre mesure, d'après vous, devrait être mise en place là, au niveau législatif pour améliorer la situation de l'alimentation scolaire en France? Oui, alors rapidement, peut-être pour rappeler ce qu'a dit Marie-Pierre dans la vidéo, puisque c'est allé un peu vite.
Donc, une loi de 2018 impose d'avoir un menu végétarien par semaine. Et pour la restauration d'État, donc ça ne touche pas les enfants, mais pour la restauration d'État, d'avoir une option végétarienne quotidienne obligatoire. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Et puis, un autre volet, je le rappelle, 50% de produits durables et 20% de produits bio. Donc, c'est très ambitieux. Il y avait un large consensus à l'époque. Enfin, c'est pour dire que c'est assez ambitieux quand même. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez large comme sujet. Donc, moi, je vais me concentrer sur les menus végétariens parce que c'est ce sur quoi travaille Francesca. D'abord, peut-être rappeler pourquoi les menus végétariens, très rapidement, c'est important. On l'a dit tout à l'heure, un repas avec du bœuf, c'est l'empreinte carbone de 14 menus végétariens. Ensuite, au niveau de la nutrition, je ne sais pas tellement comment c'est au Canada ou dans d'autres pays, mais les Français mangent 2 fois plus de protéines que ce dont ils ont besoin. Et on a un rapport aujourd'hui en protéines de 60% protéines animales et 40% de protéines végétales. Et en fait, il faudrait baisser, c'est pour ça que les menus végétariens sont importants, il faudrait baisser la part des protéines animales. Sur les coûts aussi, en fait, on se rend compte que quand on travaille avec des producteurs locaux pour acheter des légumes, ça revient moins cher. C'est ce qu'on constate en ce moment quand on parle à des élus locaux qui ont fait le choix de s'alimenter localement. Ils ne subissent pas autant les coûts de l'inflation. Et en France, l'inflation en ce moment, je ne sais pas au Canada encore une fois, mais c'est plus 12% sur les produits alimentaires. Et puis une dernière raison pour faire des menus végétariens, qui est peut-être un peu plus politique, mais c'est évidemment l'inclusion de tous les publics, y compris en fonction des religions. Tout le monde ne mange pas de viande le midi. Donc, ceci étant rappelé, c'est pour ça Francesca a souhaité travailler principalement sur les menus végétariens. Je vous expose rapidement les 2 grands axes sur lesquels on va travailler et sur lesquels on a déjà des solutions. Le premier, ça peut paraître banal, mais c'est la pédagogie. Et la pédagogie en 3 volets. La pédagogie auprès du grand public, auprès des personnels et des élus, et puis auprès des enfants. Alors, je commence par le grand public. Quand le menu végétarien a été introduit, ça a été introduit par voie d'amendement, c'était un peu compliqué. Le grand public a tout de suite pas très bien réagi. Et il y a fréquemment ici, je ne sais pas encore une fois ce qui se passe à l'étranger, mais ici, il y a fréquemment des polémiques sur le menu végétarien. La dernière en date, Lyon, pendant le Covid, a mis en place un menu végétarien pour simplifier les procédures, et puis il y a une levée de boucliers, y compris du ministre de l'Intérieur. Donc, il y a 3 mythes que les pouvoirs publics doivent absolument débunker. Le premier, c'est que ça exclut les familles populaires si on fait des menus végétariens. Ce n'est pas vrai, puisque les menus végétariens, les familles populaires mangent plus de viande, quand on regarde les études, que les familles aisées. Donc, ce n'est pas parce qu'on met des menus végétariens que tout d'un coup, les familles populaires arrêtent de manger de la viande. Le deuxième qu'il faut débunker en place publique, c'est le fait que la viande est nécessaire au bon développement. C'est faux. L'ANSES, donc, qui est une institution française qui est chargée de faire des recherches sur l'alimentation, entre autres, a montré que si l'enfant avait 100% de ses menus végétariens au quotidien, il aurait 120% de ses apports recommandés en protéines. Bon. Et enfin, un troisième mythe, les légumineuses, c'est pas bon. Effectivement, il y a eu une division par 4 de la consommation de légumineuses en France en 20 ans, alors qu'on en a absolument besoin, et je vais le rappeler tout à l'heure. Donc, s'il y a un premier aspect à travailler, s'il y a une première solution, c'est vraiment lancer des campagnes publiques. On l'a fait pour la sobriété ici en France. On l'a fait sur quoi? Sur la laïcité, par exemple. Il y a des campagnes dans les écoles avec des affiches partout. La première chose à faire, si on veut rendre la cantine plus populaire, le menu végétarien aussi, c'est de faire une campagne de communication, c'est de dédiaboliser le menu végétarien. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis de rappeler qu'aussi que dans d'autres pays, en fait, l'alimentation végétalisée fait partie de la culture. Voilà. Donc, par exemple, à ce niveau-là, Francesca propose, 1, que des campagnes publiques soient financées de manière massive partout, et 2, un score carbone dans les cantines. Vous connaissez peut-être certaines théories du nudge qui consistent à orienter les comportements de manière subtile. Francesca propose, avec d'autres chercheurs, de mettre en place un score carbone à l'entrée des cantines, et les enfants et les parents se rendraient compte de l'impact carbone. Donc, avec une étiquette rouge quand on sort de la viande, ça peut marquer les esprits. Voilà, ça c'est pour le premier volet. Sur les personnels et les élus, je vous fais très rapidement ce qui s'est passé à l'époque, en 2018, quand ils ont instauré les menus végétariens. Nous, ce qui nous est remonté, c'est que les élus étaient un peu désemparés, et les chefs aussi, au début, parce qu'il n'y avait pas de carnet de recettes accessible directement pour tous les chefs. Ça s'est mis en place progressivement, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, la première chose, quand on
veut faire ça, c'est de vraiment former les personnels. C'est le mot qui est le plus revenu dans nos auditions, c'est former les personnels parce que, par exemple, la préparation de légumineuses, les haricots, les pois, etc., ça ne va pas de soi. Donc, ça nécessite le trempage, cuisson bien différents. Donc, il faut former massivement les chefs. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui quand on regarde les cursus des chefs en France. Dans la formation initiale dans leur école, on leur apprend encore que les légumineuses, c'est sur le côté. Et puis, le roi, au milieu de la table, c'est la viande ou le poisson. Donc ça, il y a vraiment un effort à faire au niveau des écoles. Donc Francesca propose par exemple qu'on revoie la formation initiale des chefs avec un pan dédié uniquement à la végétalisation. Ça rendra les menus meilleurs. Et je rebondis sur ce que disait Marie-Pierre tout à l'heure. Il y a une étude qui a montré, qui a fait un bilan de cette loi-là, intermédiaire, et qui montre que le gaspillage, il n'y a pas d'études uniformes sur l'impact des menus végétariens, mais que le gaspillage était réduit quand les plats végétariens étaient bons. Donc, il y a un lien direct entre la qualité des plats végétariens et la réduction du gaspillage, ce qui implique donc de former les personnels, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui est servi en tant que menu végétarien, c'est quoi? C'est des quiches, c'est quoi? Des falafels, donc des plats très transformés, des pâtes au fromage, des gratins. Bon, c'est pas l'idéal. Et donc, je vous donne un exemple. Donc, je regardais un menu l'autre jour d'enfants et un chef a servi un fondant de patates douces, cœur, chèvre, émulsion, cresson, noisette, semoule aux épices. Donc, quand on forme des chefs, ça peut aussi donner des plats savoureux comme ça. Il faut former aussi, en France particulièrement, au marché public. C'est très compliqué, les règles des marchés publics. Encore une fois, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres pays, mais ici, c'est très compliqué. Donc, il faut que les petites communes, il y en a 35 000 en France, la moitié, c'est des communes de moins de 10 000 habitants, il faut qu'elles puissent former leurs acheteurs à la commande publique pour qu'elles puissent s'approvisionner en produits de qualité. Et je termine sur le dernier aspect de la pédagogie, c'est auprès des enfants. On a vu ce chef formidable, mais c'est quand même pas répandu. Sachez que c'est obligatoire dans la loi en France de faire de l'éducation à l'alimentation, mais dans les faits, les enfants bénéficient très peu, ou alors au collège, par exemple, je rebondis sur ce que disait une fois Émilie, c'est la pyramide alimentaire, voilà, en cours de sciences vie la Terre. Et puis, c'est tout. Alors là, c'est pas facile. Est-ce que c'est sur le temps de midi? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est le chef qui va aller présenter les plats? Est-ce que c'est les professeurs qui doivent en faire une matière à part entière? Ça, c'est pas tranché, c'est pas facile. Vous doutez que les professeurs veulent des heures de cours. Ils ne veulent pas qu'on leur prenne des heures de cours. Et le midi, dans les grandes villes, soyons réalistes, quand il y a 9000 plats par jour sur la ville, par établissement, parfois, il y a beaucoup d'élèves, ça va très vite. Donc, on n'a peut-être pas forcément le temps de former. Donc ça, c'est compliqué, c'est un point sur lequel on a beaucoup de mal. Mais en tout cas, si on veut que les enfants contribuent, et on sait dans les études aujourd'hui que quand les enfants mangent bien, ils ont aussi un rôle auprès des parents. Donc, ce n'est pas seulement les parents qui forment les enfants, mais c'est aussi les enfants qui forment les parents. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus sur l'éducation et l'alimentation. Il y a un enjeu aussi sur les droits des enfants. Plus les enfants seront impliqués dans la vie scolaire de leur établissement, plus ils seront acteurs et plus ils auront envie de manger ce qui leur est représenté. Je donne un exemple, on a rencontré des collectivités qui faisaient participer les enfants aux commissions menus. Donc, les enfants comprenaient en fait comment on fait un menu, pourquoi c'est important d'avoir un équilibre. Et ça, c'est très important. Rappelons que, je ne sais pas si le Canada est signataire, mais la France l'est, la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 12, pose le droit que chaque enfant puisse exprimer son opinion sur ce qui le concerne. Donc, a priori, la nourriture qui lui est servie. Par exemple, à Dijon, je rebondis sur ce que Marie-Pierre, à Dijon, ils font une enquête pour savoir ce que pensent les enfants de ce qui leur est servi. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on demande jamais aux enfants ce qu'ils pensent de la nourriture qui leur est servie. Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, toujours avec les enfants, les enfants de milieu aisé transportent un peu les préjugés des parents sur la cantine, etc. Donc, il faut aussi qu'ils puissent travailler avec les équipes de restauration. Les dames dites de service, comme ça qu'on le dit, il faut qu'il y ait plus de liens. Et souvent, les enfants, quand ils commencent à travailler, se rendent compte, ils disent « c'est un métier difficile ». Et là, tout de suite, ça permet aussi de décloisonner les horizons. Donc ça, c'est sur la pédagogie. Le deuxième volet sur lequel il faut travailler absolument, je ne sais pas si je parle trop, il faut me dire, il faut me couper pour le temps. 2 minutes. Allez, 2 minutes, c'est l'investissement. Le premier, c'est pour des cantines de meilleure qualité, il faut investir dans les légumineuses. Absolument.
Je vous donne une estimation. Il faudrait 1 milliard d'euros en France d'ici 2030 pour faire émerger une filière légumineuse compétitive. Aujourd'hui, en France, on importe quasiment toutes nos légumineuses d'autres pays, peut-être le Chili, peut-être enfin, c'est vraiment pas du tout une production locale, donc il faut absolument une production locale. Le deuxième, c'est donner dans les collectivités des moyens d'acheter du bio. Il y a un vrai volet financier, donc les associations estiment que c'est 20 centimes par repas environ pour pouvoir acheter du bio. Faire émerger ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux. Il y a 35 000 communes en France. Il ne faut pas qu'elles travaillent en silo. Il faut qu'elles puissent faire émerger des projets à l'échelle des territoires pour structurer des réseaux de producteurs et des réseaux d'acheteurs. Et en mettant ça ensemble, ça permet de vraiment constituer un réseau de qualité. Et enfin, le coût des machines. Je vous donne des ordres de grandeur qu'on a eu dans nos sondages. Un salad bar, je ne savais pas ce que c'était, et là, ça peut coûter 10 000 euros. La modification des fours pour les plats, pour changer les modes de cuisson, ça peut coûter jusqu'à 20 000 euros. Et pareil, pour acheter des voitures adaptées au transport, ça peut coûter dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, il faut absolument des aides pour que les collectivités, surtout les plus petites, puissent faire ce genre d'investissement à long terme. Pareil, les légumeries, enfin, tout ce qui permet de passer à l'alimentation de meilleure qualité. Voilà, donc 2 volets, plus de pédagogie et des investissements massifs. Voilà, c'est à peu près ce à quoi on est parvenu jusqu'ici avec Francesca. Un gros merci, Antoine. Il y en avait du stock, il y en avait de l'information là-dedans. Merci beaucoup. Ça fait vraiment un beau tour. Puis c'est super intéressant, tous les aspects que tu as abordés. Je pense que ça fait, en tout cas, moi, ça fait rouler mon cerveau sur qu'est-ce qu'on doit prendre en compte ici dans notre vision par rapport au programme d'alimentation scolaire au Canada et au Québec. Je veux remercier aussi Marie-Pierre. Puis on a notre cher Pierre-Yves qui est arrivé avec nous. Donc, il va être là pour la période de questions. Donc, merci Pierre-Yves pour ton intervention qu'on a filmée il y a quelques jours. Donc, pour la période des questions, je vous inviterai à utiliser le bouton « Réaction », donc qui est au bas de votre écran. Et vous pouvez faire lever la main avec ça. Comme ça, je vais pouvoir vous voir et je vais pouvoir vous demander d'ouvrir votre micro et vous pourrez poser votre question. Vous pouvez poser la question dans la langue qui vous plaît également. Et si jamais vous ne voulez pas poser la question en live, vous pouvez également l'écrire dans le clavardage. Et je vais lire quelques questions là, dans le clavardage ici là. Donc, on a une première personne, Véronique. Bonjour. Alors, moi, j'ai 3 petites questions. Alors, je vais les dire en rafale et puis si vous voulez répondre par la suite, ça serait super. En fait, j'étais curieuse de savoir parce que vous mentionnez, c'est un service qui n'est pas obligatoire, mais je serais curieuse de savoir quel est le pourcentage d'utilisation moyen là, dans les établissements de jeunes qui utilisent le service de la cantine. Un peu plus opérationnel, ça a été mentionné que le coût repas, c'était les revenus qui étaient utilisés, mais je me questionne, est-ce que c'est revenus familiaux ou est-ce que l'endroit où l'école est située, disons qu'il y a un indice de défavorisation plus élevé, est-ce que ça c'est pris en compte dans la tarification? Deuxième question. La troisième question, en fait, c'est qu'ici au Québec, notre système de santé utilise des services alimentaires qui sont financés par le public. Et puis, malheureusement, au fil des années, on voit qu'il y a une détérioration de la qualité des services qu'on peut offrir parce que le public veut des fois diminuer les coûts. Alors, on va vers des produits plus transformés, disons les soupes, les desserts, des viandes plus transformées pour enlever le temps de main-d'œuvre, disons. Alors, ma préoccupation à moi, c'est si on veut offrir des aliments de qualité aux enfants, j'ai la crainte qu'au long terme, on revienne avec ce scénario de on veut couper dans les dépenses et que la qualité en prenne un peu un coup. Alors, voilà mes questions. Merci. En fait, lié à ça, c'est quoi les stratégies? Qu'est-ce que vous proposez? Avez-vous observé ça au fil du temps? Parce que je comprends que la cantine, ça fait un moment qu'elle fonctionne. Alors, si vous avez des pistes de solutions, des observations, ce serait super. Merci. Moi, je peux peut-être répondre sur la fréquentation. Là, j'ai les chiffres. Bon, l'école primaire, c'est quasiment 100% des élèves qui sont inscrits au primaire. Alors, c'est un peu moins le cas. Plus les enfants grandissent, moins ils sont inscrits. Je donne le dernier chiffre que j'ai.
70% des élèves au collège sont inscrits à la cantine. Mais en fait, il y a de fortes inégalités puisque si on regarde dans les collèges les plus populaires, les plus pauvres, là, c'est seulement 50%. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai enjeu, l'accès à la cantine. On n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu à part entière. Voilà. Et au lycée, c'est encore moins. Il y a encore moins d'élèves qui sont inscrits à la cantine parce qu'ils veulent la liberté. Voilà. Et pour rebondir peut-être sur ce que tu dis, Antoine, c'est là qu'il y a un vrai enjeu, en fait, de garder les jeunes à la cantine parce que la cantine scolaire, elle permet d'avoir accès à un repas équilibré, à un tarif, somme toute, accessible. Et le danger, si les collégiens fuient la cantine, c'est qu'on les retrouve dans les fast-foods ou qu'on les retrouve à aller à la supérette ou au supermarché du coin acheter des sachets de chips et des bouteilles de coca. Je vous dis ça parce que moi, j'habite juste à côté du collège de mon fils et juste à côté d'un petit Franprix, donc c'est une petite supérette, et je les croise, en fait, ces collégiens. Et on a un devoir vraiment de faire en sorte qu'ils restent à la cantine pour qu'ils puissent accéder le plus tard possible à cette alimentation qui pose vraiment des problèmes et pour qu'ils puissent continuer à avoir des repas équilibrés et sains et accessibles. Et pour ce qui est de la tarification, vous demandiez, Véronique, comment ça variait en fonction des territoires. Alors, par exemple, la semaine dernière, on est allé visiter la cuisine centrale de la ville de Saint-Denis, qui est une des villes les plus pauvres de France, hein, on peut le dire, en banlieue parisienne. Eh bien, à Saint-Denis, ils sont en train de déployer la restauration scolaire gratuite pour tous les enfants, justement pour éviter que les enfants des milieux les plus défavorisés ne mangent plus à la cantine. Donc ça, c'est une volonté politique qui est assez extrême et qui n'est pas très répandue. Et puis, en général, il y a un tarif qui varie en fonction des revenus des familles, ce qu'on appelle le quotient familial, en fait, qui est calculé en fonction, effectivement, des revenus, on va dire, pour faire simple. Et en fonction des territoires, ça peut être très variable. Il y a certains territoires où il n'y a pas cette tarification sociale, où toutes les familles payent le même tarif. Et ensuite, quand il y a une tarification, et ce tarif facturé aux familles, ça peut être dans les 4 € et ça peut monter jusqu'à 9 € dans certaines villes, par exemple, où il va y avoir très peu de subventions locales. Et puis ensuite, effectivement, nous, par exemple, dans notre ville, il y a 12 niveaux de tarifs. Ça va commencer à 78 centimes, je crois, et ça monte jusqu'à 5,30 €. Mais la réalité, c'est qu'ensuite, la collectivité complète par rapport au prix réel du repas, qui est quasiment du double. Et c'est pour ça qu'ensuite, les choix qui vont être faits de gérer en interne la préparation avec du personnel public ou de déléguer à une société privée va faire transférer les coûts soit vers de l'emploi local durable et de l'achat peut-être de produits locaux, durables, moins transformés, etc., ou vers de la marge et des frais de fonctionnement d'une société de restauration, des frais de livraison aussi. Hein. Il y a aussi un enjeu, un bilan carbone du repas, parce qu'il est livré par un camion qui vient de 50 km. Donc, en fait, il y a vraiment une approche globale du coût et de comment on le répercute ensuite aux familles. Donc, tu veux peut-être compléter, Pierre-Yves? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai des petites coupures de temps en temps, mais non, c'était non, les deux réponses de ce que j'ai entendu. Ce que je peux compléter vite fait sur ce que Marie-Pierre vient de dire, c'est qu'effectivement, ces achats locaux, ou en tout cas sur des producteurs locaux, on est sur une économie locale et effectivement, quand on s'adresse aux producteurs locaux, effectivement, c'est toute une démarche et tout un territoire qui peut se transformer si les collectivités décident de s'approvisionner comme ça. Et juste pour rebondir et faire le lien avec le Québec par rapport aux producteurs locaux, on parlait tout à l'heure, avant que tu arrives, Pierre-Yves, de Mouansartou, hein, qui a développé sa régie municipale pour produire les fruits et légumes. Moi, j'ai rencontré, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le Collège citoyen de France, Baptiste, qui est en train de monter une école de formation au maraîchage bio-intensif
qui est inspiré des travaux d'un Québécois que vous connaissez sûrement, Jean-Martin Fortier. Et du coup, il a l'idée de déployer en fait cette formation à l'échelle de la France et de demain pouvoir, par ces petites fermes maraîchères hyper efficaces en bio, pouvoir fournir les cantines locales. Donc peut-être qu'il y a tout un programme à imaginer avec certaines collectivités pour aller raconter l'histoire jusqu'au bout, comme le fait Mouansartou, qui est souvent cité en exemple en France. Il y a des gens de partout dans le monde qui viennent voir Mouansartou, mais peut-être qu'on peut transposer ça au Québec en intégrant les travaux de Jean-Martin. Peut-être que c'est des systèmes hybrides en s'appuyant sur le tissu local. Et après, il va falloir aussi faire ses choix parce que, par exemple, nous, les cuisines centrales qui approvisionnent la plupart des cantines en Île-de-France, eh bien, donc en région parisienne, nous, par exemple, on nous dit qu'ils ont fait le choix d'aller chercher des pommes et des poires locales parce qu'on n'a pas toutes les productions en Île-de-France. Mais du coup, on n'a pas de production locale suffisante en bio aujourd'hui. Donc, il a fallu faire un arbitrage entre le local et le bio. Donc, est-ce que vous allez privilégier le local ou le bio ou accompagner les agriculteurs dans la transition et du coup sur du temps long et expliquer que les premières années, ce ne sera pas bio et puis au bout de certaines années, ce sera bio. Comment est-ce qu'on va faire ces arbitrages-là? Parce qu'il faudra faire des arbitrages et puis effectivement, c'est aller vers du légume frais, ça veut dire qu'il faut avoir le matériel pour l'éplucher, le couper, etc. Donc, il va falloir bâtir son plan d'investissement parce qu'on n'a pas tellement parlé non plus de l'équipement, on a parlé de la formation du personnel, etc. C'est aussi quand vous allez composer des menus, vous demandiez, Véronique, s'il n'y avait pas un risque de détériorer la qualité par rapport aux enjeux de prix, etc. Mais c'est vrai que typiquement, avec l'entrée du menu végétarien dans les cantines, parce qu'il n'y avait pas forcément la formation en amont nécessaire pour tout le personnel cuisinant dans les cantines, on a vu effectivement l'apparition des panés fromagers, des nuggets de blé, des nuggets de trucs, etc., qui sont des produits, on va dire, simples à juste réchauffer. Et du coup, ça veut dire qu'en fonction de ce que vous allez vouloir faire et quelle histoire vous allez vouloir raconter en termes d'engagement du Québec sur son programme de restauration scolaire, il faudra anticiper tout ça, la formation, les investissements en matériel. C'est typiquement les diététiciennes, moi, avec qui je suis en contact au niveau local sur l'élaboration des menus, elles connaissent très bien les sujets d'équilibre alimentaire pour les enfants. Mais moi qui ai une formation d'ingénieur en agroalimentaire, je connais très bien le sujet des aliments ultra transformés. Donc, c'est en dialoguant. Moi, je crois beaucoup au partage de bonnes pratiques, à ce partage d'expériences pour pouvoir construire des systèmes plus vertueux. Et moi, je vais passer du temps avec la société de restauration collective qui fournit nos collèges et les responsables au niveau du département pour décortiquer les fiches techniques des produits parce que parfois, effectivement, ils ne vont pas faire leur pâté maison, surtout que nous, on parle de dizaines de milliers de repas. Mais bon, il peut y avoir du pâté qui est acheté tout fait avec des listes d'ingrédients longues comme le bras, avec des additifs qu'on n'a pas du tout envie que nos enfants mangent, avec des viandes importées d'on ne sait où. Et puis, il peut y avoir des produits de substitution qu'on achète et qui sont tout à fait clean et acceptables. Mais pour ça, il faut pouvoir lire des listes d'ingrédients et comprendre ce qui se cache derrière pour pouvoir faire des choix éclairés. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre toutes ces compétences en commun, que ce soit les compétences culinaires, les compétences de sourcing, les compétences techniques, les compétences nutritionnelles et évidemment de gestion pour que tout ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que c'est une histoire de femmes et d'hommes qui mettent leur vision et leurs compétences dans la même direction. Merci pour cette super bonne réponse qui a fait vraiment un beau tour. Antoine, tu voudrais rebondir? Peut-être pas trop longtemps pour pouvoir laisser la chance à d'autres personnes. Oui? Mais justement, j'avais une question dans le chat. Je ne sais pas si elle a été... pas encore, justement. J'allais justement passer au chat. Il y avait une question de Kathleen. Est-ce que tu voulais la poser? Je vois que tu as ta caméra ouverte ou est-ce que tu aimerais que je pose ta question? Si je peux t'enlever ton mute si tu veux poser ta question directement.
Bien, en fait, c'était surtout aussi pour demander s'il y avait ces liens-là étaient connus, puis le fait que parfois une vision en silo fait en sorte qu'on ne trouve pas des solutions qui par ailleurs, là, deviennent nécessaires là, dans un cadre actuel là, où on parle de biodiversité. Nous, on a ça, là, la COP 15 actuellement qui se déroule à Montréal, mais toute la transition socio-écologique aussi. Et il y a beaucoup d'investissements, puis les gouvernements sont en train vraiment de se commettre. Alors, je me demandais chez vous, jusqu'à quel point la restauration scolaire, les cantines et la réévolution étaient en lien avec tout ce grand mouvement-là. Puis j'avais quelques éléments de réponse, mais si vous voulez commenter davantage. Quelqu'un veut se lancer là-dessus? Tu veux répondre, Antoine, ou Non, je te laisse. Moi, c'était surtout la question de Nina Léon à laquelle je pouvais répondre. Mais je pense que Marie-Pierre était également en train d'y répondre sur la chat. Est-ce que tu veux rebondir sur la question de Kathleen, Marie-Pierre? Je pense qu'effectivement, c'est toute une dynamique, hein, comme vous disiez. Il y a effectivement ces discussions internationales, j'ai envie de dire, sur l'alimentation et les enjeux d'alimentation durable. Maintenant, ils sont plus discutables, mais il faut être dans l'action et avoir des programmes comme ça qui permettent de vraiment baliser en fait l'éducation à l'alimentation, la restauration scolaire, etc. C'est vraiment indispensable et effectivement, il y a besoin de partager les bonnes pratiques et de se nourrir. C'est super ce que vous faites avec tous ces webinaires c'est vrai que d'un côté, on se dit, ah ben quand même, c'est fou, au Canada, il n'y a pas encore de programme de restauration scolaire. Mais en même temps, passer plus tard que les autres, c'est apprendre de ce qui se fait bien. Et puis aussi se dire, attention, il ne faut pas refaire les mêmes conneries. Donc, c'est peut-être pas mal, en fait. On a quand même cette chance-là. Je vais passer à Lucie. Tu avais ta main levée. J'ai enlevé ton micro. Oui, j'ai ouvert mon micro, merci. Donc, bonjour, mon nom c'est Lucie, je suis de l'Association québécoise de la garde scolaire. Et donc, je vous amène un peu ailleurs dans ma question. Ma question concerne davantage l'éducation alimentaire et l'accessibilité au repas scolaire. Donc, je veux savoir qui sont les gens qui encadrent les élèves au moment des repas. Donc, est-ce que c'est gratuit pour les élèves en France de la surveillance de ces repas-là? Est-ce qu'il y a un enjeu d'accessibilité pour les personnes qui sont défavorisées? Et est-ce que ce personnel-là est formé? Je sais que tout à l'heure, Pierre-Yves mentionnait que ça lui arrivait d'aller parler avec les élèves et amener des points. Puis il mentionnait l'importance justement d'avoir une approche dans le plaisir, de faire découvrir les aliments, d'y aller de façon très ludique, positive et tout ça. Donc, d'avoir un contact chaleureux au moment des repas, pas mettre de pression, tout ça. Donc, je me demandais comment ça se déployait en France, cette surveillance-là, puis cette formation-là au moment des repas. Je peux peut-être donner des éléments après, et après les autres peuvent compléter. Ce que nous, on a vu pour l'instant, alors, ça dépend du niveau. C'est ça qui est compliqué en France. Il y a les écoles primaires, les collèges et puis les lycées. Dans les collèges et les lycées, il n'y a personne sur le temps de midi pour indiquer aux enfants ce qu'il faut manger, enfin aux adolescents. Par contre, dans les écoles, il y a des animateurs qui sont rémunérés par la mairie, mais pas par l'éducation nationale. Et ça pose des problèmes. Donc, certaines mairies, évidemment, vont avoir un programme ambitieux de formation. Donc, elles vont former les animateurs sur des aspects d'éducation. Et d'autres vont simplement payer des animateurs pour faire manger les enfants sur le temps de midi. Et donc, ça, c'est un gros problème de compétences de répartition en France. Sur la deuxième question, sur l'accès, non, ce n'est pas payant pour les enfants. Donc, il n'y a pas de discrimination. Par contre, je redis tout à l'heure, sur le secondaire, on a quand même 60% des enfants dans les écoles, enfin dans les collèges prioritaires, c'est-à-dire les collèges où il y a des enfants défavorisés, qui ne mangent pas à la cantine.
pour des raisons financières et pour des raisons aussi, comme l'a dit Marie-Pierre, parce qu'ils veulent aller manger aussi avec leurs amis dehors. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de problème financier dans les écoles primaires à ce niveau-là, ce n'est pas payant. Voilà. C'est inclus en fait dans le prix qui est facturé aux familles. Donc, si la famille vient d'un milieu défavorisé, ben, en fait, elle paiera très peu, voire rien du tout dans certains cas. Mais par exemple, nous, au niveau local, le coût juste de l'accueil, de l'encadrement, il est estimé à peu près à 3 €. C'est ça qui rentre dans la composition du prix global du repas. C'est pour ça d'ailleurs que certains enfants qui ont des allergies alimentaires et qui amènent leur propre panier repas, on leur facture quand même l'accueil. Mais en fait, c'est noyé dans le prix global du repas. Donc, ce n'est pas visible, mais c'est un coût caché pour la collectivité qui est refacturé par ailleurs et qui, du coup, n'est pas facturé ou très peu aux familles qui n'ont pas de gros moyens. Pour compléter ce que tu disais, Antoine. Et puis moi, je veux bien du coup compléter aussi pour mon expérience au sein des collèges où effectivement, il y a le personnel de restauration et les enfants, ils sont encadrés par des surveillants. Donc, c'est généralement des étudiants qui viennent encadrer les enfants dans le collège et qui sont là plus pour encadrer, pour surveiller, mais qui n'ont pas ces notions d'animation. Et en tout cas, à part pour certains qui ont un engagement un petit peu personnel, qui aiment bien participer, il n'existe pas vraiment d'animation, de formation, ni d'animateur. Et donc, dans mon témoignage, c'est ce que je partageais, c'est que j'en suis, en tout cas dans ma démarche, après avoir transformé, proposé autre chose, en tout cas aux enfants, et avoir fait tout le travail de transformation au sein de la cuisine, je me suis aperçu que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait encore travailler avec les enfants et aller partager avec eux ce que je voulais leur proposer. Et ça part du menu qu'on inscrit peut-être ou qu'on n'inscrit pas à l'entrée de la salle. Ça part de petites étiquettes pour expliquer le plat qui est proposé. Du moment qu'on sort d'une alimentation de base que les enfants connaissent, comme le cordon bleu et ces choses-là, et qu'on veut proposer un carpaccio ou des tagliatelles de carottes, par exemple, effectivement, là, il va falloir communiquer aux enfants, ou en tout cas partager avec eux aux enfants ce qu'on leur propose au repas de midi. Sinon, c'est la catastrophe totale. Et si les enfants n'ont pas ces notions-là, et si on ne leur apporte pas ces notions-là, pour certains, c'est très compliqué. Il y a aussi le fait, donc effectivement, comme on dit, dans certains collèges et sur là où on est, ça dépend. Voilà, moi, je suis dans une petite ville où j'ai des élèves qui viennent quand même de la campagne d'à côté, et puis d'autres, des enfants qui habitent dans les quartiers plus aisés, et puis d'autres qui viennent des petites banlieues. Donc, c'est assez hétéroclite. Et donc, pour certains enfants, c'est très simple de pouvoir s'approprier ce que je propose. Il y en a même qui viennent vers moi, qui font des propositions, qui souhaitent qu'on mange d'autres choses, plus de diversité. Et pour d'autres, pour qui c'est très compliqué. Et à part le pain et des féculents, les propositions qu'on fait au sein de la cantine, c'est très compliqué. Donc, effectivement, j'ai témoigné de ça et c'est vrai que je trouve que c'est très important. Et pour moi, en tout cas, voilà, ça fait partie, en tout cas, des projets en tout cas, une partie du projet à bien intégrer pour que ça fonctionne et que tout ne parte pas à la poubelle. Il y a quand même tout ce travail d'animation qui est très important. Et, et moi, je le fais parce que c'est bien volontaire, mais effectivement, il faudrait qu'il y ait des animateurs en salle pour accompagner les enfants, leur expliquer les saisons, leur expliquer un fruit, leur expliquer si on a un fruit entier, est-ce qu'on a des vitamines, si on a un fruit qui est passé dans un mixeur, qu'est-ce qui est différent, enfin, toutes ces choses-là. Et tous les petits discours, des fois, c'est très, très simple. Et moi, ça me prend des fois 3 minutes de faire un petit discours aux enfants et de leur expliquer aujourd'hui, c'était un repas végétarien, mais voilà, c'est une loi qui est là, une fois par semaine, il y a un repas végétarien. Des fois, c'est très simple, ça ne demande pas plus qu'un petit discours de 3 ou 4 minutes pour expliquer ce qui se passe, parce que les enfants, ils ne sont pas au courant, ils ont d'autres préoccupations, ce qui est bien normal, et puis ils arrivent des fois, et effectivement, pour eux, c'est compliqué. Donc, en tout cas, moi, je me suis aperçu de ça, et c'est vrai que c'est très important, c'est pour ça que je témoignais de ça dans mon intervention.
Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour avoir rajouté la perspective du terrain. Je trouve ça super important toujours d'avoir cette perspective-là. Puis c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de vous avoir eu, les 3 panélistes, et avec Émilie également. On a vraiment eu 3 perspectives super différentes. Puis je trouve que ça a fait un très beau tour d'horizon à chaque question, puis à vos 3 interventions. Je me sens énormément choyée d'avoir pu collaborer avec vous. On est déjà rendu au bout de notre temps ensemble. Je sais pas je pense qu'il y avait eu des questions dans le chat qui ont été répondues. Merci beaucoup. Il y en a juste une à laquelle on n'a pas répondu, juste pour que Nina ne soit pas frustrée à propos de celle avec les pourcentages, ça n'a pas été... Oui. Et 20% de bio, je peux répondre très vite. Alors, il y a en fait le gouvernement qui a lancé, enfin le ministère de l'Agriculture qui a lancé une plateforme online sur lesquelles les collectivités sont normalement obligées de reporter en fait leur volume d'achat en durable et en bio. La campagne de collecte d'informations vient de se terminer et du coup, on espère que beaucoup auront répondu. On n'est pas trop sûr. Et pour le moment, il n'y a pas de pénalité, etc. C'est en cours de déploiement. C'est une ambition dans un contexte qui est très compliqué en ce moment, vous l'aurez compris, sur les approvisionnements alimentaires. Donc, on sait qu'il y a peu de territoires qui sont à ces objectifs-là, mais on a bon espoir que ça s'améliore et qu'en tous les cas, il puisse y avoir un monitoring efficace. Et je rajoute juste très, très rapidement, parce que sur les objectifs, juste, parce que la question, c'était aussi, est-ce que ça a marché? En 2 mots, plutôt oui. Plutôt oui. Ouais. Et voilà. Je veux bien, juste pareil, 3 mots. C'est que, en tout cas, pour avoir vu ce qui se passait dans d'autres pays, et peut-être au Danemark, par exemple, ils ont mis une ambition beaucoup plus élevée pour un résultat qui, forcément, n'est pas à hauteur des 80%, mais un résultat qui est bien plus élevé que ce qu'on voit en France. Donc, ne pas avoir peur de mettre, mettre la barre très haute. Merci. En tout cas, vous avez mis la barre très haute dans ce webinaire-là, je trouve, pour nos prochains webinaires dans les autres pays. Donc, je remercie énormément tous les participants qui ont été là avec nous du début à la fin. Le webinaire est enregistré également, donc va être disponible. Je remercie également nos 3 panélistes et Émilie, notre collaboratrice, pour avoir collaborer avec nous tout le long et construire ces webinaires-là. Donc, je vous laisse pour la fin de votre soirée en France. Merci encore. Merci à vous. Merci à beaucoup. Tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.